Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 septembre. À la une, ce soir, le Ghana enterre Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara a assisté à ses obsèques ce jeudi à Accra. Il a regagné Abidjan cet après-midi. Dans ce 20 h également, le vice-président au séminaire parlementaire sur la zone de libre-échange. Il s'agit pour les acteurs du continent de trouver des solutions pour relever des défis. Les temps forts dans cette édition. À suivre, le décryptage de la liste des candidatures publiée par la CEI pour les élections locales. Quelle lecture peut-on faire de la configuration actuelle des candidats? Rendez-vous tout à l'heure dans le dossier politique. Et enfin, on ira à Grand Bassam où le séminaire régional sur les programmes d'information des radios et TV de l'espace CEDEAO a ouvert ses portes ce jeudi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi du Ghana. Le chef de l'État était à Accra où il a pris part aux obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, décédé le 18 août dernier en Europe. Un dernier hommage pour ce grand artisan de la paix à Accra, le compte-rendu complet de Mahama Traoré, certainement au cours de ce 20 h. Pendant ce temps, le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le chef de l'État au séminaire parlementaire sur la zone de libre-échange continentale africaine. Thème de la rencontre, défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. Le point avec Sidonie Davila. L'Afrique en quête de solutions pour consolider son espace économique. Les parlementaires de la zone CEDEAO planchent sur la question. Il s'agit par exemple pour eux de relever les défis du continent et présenter les perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. Le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, réunis en sommet extraordinaire de l'Union africaine, les dirigeants africains ont lancé la zone de libre-échange continentale africaine qui suscite de grands espoirs à travers tout le continent. Le cadre juridique étant ainsi convenu, les pays africains vont devoir s'attaquer aux étapes suivantes pour faire de cet accord une réalité sur le terrain. La zone de libre-échange continental est l'aboutissement de l'accord de libre-échange continental africain entre 55 États membres de l'Union africaine. C'est un puissant instrument d'intégration qui présente beaucoup d'avantages, selon le représentant du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. S'il est impérieux que l'Afrique doit s'unir dans l'objectif de bâtir une économie continentale prospère, et s'il est incontestable que cette économie doit soutenir et stimuler l'entrepreneuriat et la création de richesses, alors nous réaffirmons que la zone de libre-échange continentale africaine reste l'instrument qui va promouvoir le nouveau paradigme de développement économique africain. La Côte d'Ivoire s'honore d'abriter ce forum parlementaire de la CEDEAO. Procédant à son ouverture à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara, a relevé les efforts du pays en matière de libre-échange. Il ressort ainsi que la mise en place d'une zone de libre-échange efficiente permettant l'expansion, la production des entreprises par le biais des économies d'échelle, provenant de la concurrence consécutive à l'ouverture des marchés, peut être synonyme donc de gains de points de croissance non négligeables. Le président Alassane Ouattara partage avec ses pairs la conviction que l'Afrique relèvera cet important défi avec la volonté et l'engagement de toutes et de tous. Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien ont déjà permis à la Côte d'Ivoire de réaliser 33% de ses échanges avec le reste de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a ratifié l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale en Afrique, signé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Cette ratification
contribue au renforcement de l'intégration de l'économie nationale avec les économies des autres pays africains et à la consolidation du commerce intra-africain dans le sens du développement durable du continent. Et retour maintenant sur le dernier hommage rendu ce jeudi à Kofi Annan à Accra, ce grand artisan de la paix. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Herman Guivé. C'est le centre de conférence d'Accra qui a accueilli cette ultime cérémonie d'hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Aux côtés du président ghanéen Nana Akufo-Addo, plusieurs de ses homologues africains, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Étaient également présentes plusieurs personnalités venues du monde entier, dont l'actuel patron des Nations Unies, Antonio Guterres. En la mémoire de l'illustre disparu, une messe a été dite, suivie d'une série de témoignages, celui de sa fille Anna, de son épouse Nan, du président ghanéen, puis d'Antonio Guterres. Tous ont reconnu et loué l'homme de paix et de consensus qu'était Kofi Annan, des qualités qui en 2001 ont valu à ce diplomate chevronné le prix Nobel de la paix, alors même qu'il occupait les fonctions de secrétaire général des Nations Unies. Au plus fort des crises militaro-politiques en Côte d'Ivoire, Kofi Annan a mené plusieurs actions en vue du retour de la paix et de la stabilité. Privilégiant le dialogue entre les différents acteurs de la crise, Kofi Annan a également favorisé le déploiement d'une force de maintien de la paix en Côte d'Ivoire lors de son mandat qui s'est achevé en 2006. Toutes les personnalités se sont donc inclinées devant la mémoire de cet artisan de la paix, un dernier hommage avant l'inhumation qui s'est tenue dans l'intimité familiale au cimetière militaire d'Accra. Et après l'inhumation, le chef de l'État a regagné Abidjan cet après-midi. On en vient ce soir au dossier politique consacré aux élections locales. Les candidats ont 14 jours à compter du vendredi 28 septembre, début de la campagne. Mais avant la course aux voix des électeurs, quelle lecture peut-on faire de la configuration actuelle des candidats? Que disent la liste publiée par la CEI le mardi 11 septembre dernier? La réponse dans le dossier politique de ce soir, proposé par Gabriel Zani. Les dés sont jetés le mardi 11 septembre. La CEI, la Commission électorale indépendante, a publié les listes des candidats retenus pour les élections municipales et régionales. 24 heures après cet affichage, seuls ou par groupuscule, des candidats viennent au siège de la Commission vérifier leur nom sur les listes. Il a fallu que je me déplace officiellement. Les choses sérieuses commencent parce qu'il y a longtemps même que nous étions sur le terrain. C'est la liste de la victoire pour nous. Alors donc nous on va pour gagner et là on part tout confiant. Donc on va au front. Le front, ce sont les 31 régions et les 201 communes du pays. Le RHDP, le PDCI, le FPI, l'UDR et le RPC sont les partis politiques qui vont s'affronter sur le terrain avec des indépendants massivement représentés, tant dans les régions que dans les communes. Pour les régions, 88 candidatures retenues, dont 2 pour le Front populaire ivoirien, 17 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, 2 pour le PDCI RHDP, 26 pour le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti unifié, et 41 candidatures au titre des indépendants. Il y a qu'on est passé de 52% pour les élections législatives à 57% pour les élections municipales. On peut, à partir de ces chiffres-là, estimer que les dissensions dans la coalition des partis au pouvoir peuvent expliquer cela. Mais deuxième chose, il faut remarquer que les candidatures indépendantes, effectivement, ne sont pas nouvelles. La percée des candidatures indépendantes se perçoit aussi parmi les 684 dossiers retenus pour les municipales, avec 389 indépendants, 12 pour le FPI, 104 candidats pour le PDCI RDA, 176 pour le RHDP Parti unifié, 1 candidat pour le RPC et 2 pour l'UDR. Cela dit, la lutte pour le contrôle des régions et communes entre dans sa phase opérationnelle. La campagne électorale est fixée du 28 septembre au 11 octobre. Mais c'est aux électeurs
de décider le 13 octobre prochain, date des votes parmi ces nombreux appelés, les élus capables de relever les défis énormes de développement. Nous sommes passés en Côte d'Ivoire, il faut le dire, à un vote que la science politique qualifie d'un vote de clivage, à un vote sur enjeu. C'est-à-dire que les élections locales nous ont montré qu'il y a une reconversion des mentalités au niveau des électeurs. Nous avons désormais affaire à ce qu'on appelle un électeur rationnel, qui fait un vote rétrospectif, c'est-à-dire un vote en fonction de ses intérêts. Passé d'électeurs partisans à électeurs rétrospectifs, l'électorat ivoirien se mue avec le temps. Les dissensions internes aux partis politiques favorisent la montée en puissance des candidatures indépendantes. Ces rivalités internes ont fini par avoir raison, une fois de plus, de l'opposition ivoirienne. La configuration actuelle au niveau des candidatures dans ces élections locales n'est pas totalement représentative de la situation socio-politique ivoirienne. L'opposition vient en dernière position de façon minoritaire, voilà, avec une participation insignifiante. Simplement parce que l'opposition ivoirienne est divisée. Donc c'est une partie de l'opposition qui se présente à ces élections locales. Normalement, ce sont des élections qui sont censées être des élections de représentation nationale. Si l'absence de l'opposition peut se justifier ainsi, la faible présence des candidatures féminines ne trouve pas encore d'explication. 5 165 femmes contre 18 226 hommes dans ces élections couplées, soit un peu plus du tiers de toutes les candidatures. Si vous ne pouvez pas être tête de liste, vous pouvez au moins être membre d'un espace, d'un groupe. Et en étant dans ce groupe-là, vous faites vos différentes armes et vous essayez petit à petit de vous positionner au sein de ce groupe et d'avoir de l'expérience. Mais rester à l'écart, c'est vraiment difficile et ça fait que vous êtes en dehors de tout ce qui se passe, du système transformationnel qu'il y a dans votre région ou bien dans votre pays. L'autre fait marquant sur ces listes affichées, notamment pour les régionales, la présence de 2 candidatures PDCI et RHDP. S'il y a 2 partis ou plusieurs groupements de partis, c'est que ces partis ou groupements de partis parrainent la même candidature. Quand le code électoral énumère les pièces qu'il faut pour les différents scrutins, on vous dit qu'il faut produire éventuellement la lettre d'investiture du ou des partis qui parrainent la candidature. Donc un candidat peut avoir plusieurs investitures. Donc on produit ces candidatures. En ce moment-là, nous enregistrons la candidature sous ces différentes investitures. La recomposition du paysage politique suit son cours. Mais attention tout de même au ralliement des indépendants après leur victoire. Ce tour de passe-passe d'indépendants conjoncturels n'est pas en effet un fait nouveau en politique ivoirienne. Le visage du paysage politique pourrait fortement changer des mois après la proclamation des résultats de ces élections couplées. Décryptage des listes des candidatures publiées par la CEI, votre dossier politique signé ce soir, Gabriel Zani. Et pour ces élections, 6,498 millions d'électeurs sont attendus le 13 octobre prochain dans 10 464 lieux de vote avec 20 219 bureaux de vote. Le nouveau parti politique Concorde affiche ses ambitions d'intégrer le RHDP unifié. Une délégation de ce parti a rencontré la direction du Rassemblement des Républicains, nous dit Abou Sanogo. Une forte délégation du tout nouveau parti politique Concorde, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement, reçu par la direction du Rassemblement des Républicains RDR. Une rencontre qui a permis à Alcide Djedji, président de Concorde, de présenter son parti, ses objectifs et de réaffirmer son adhésion au RHDP unifié. Nous sommes un parti tampon qui visera à rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP constitue déjà la base qui gouverne la Côte d'Ivoire. Il fallait d'emblée annoncer que nous adhérons au RHDP afin d'appeler les uns et les autres à venir nous rejoindre. En retour, la secrétaire générale et la présidente du RDR se sont félicitées de la décision du Congrès pour la consolidation de la République et le développement d'intégrer le RHDP unifié. Vous avez décidé que votre parti Concorde
intègre le RHDP, pour faire en sorte que cette famille s'agrandisse, pour qu'ensemble, nous œuvrions à rassembler les Ivoiriens autour de notre beau pays. L'essentiel concernant la décision de M. Didier et de son parti, le Concorde, de rejoindre le RHDP est de constater que le RHDP, avec sa dynamique et ses valeurs, est un parti qui a ses valeurs et un mouvement fédérateur, un mouvement capable d'incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP et son président, M. Alassane Ouattara, le RDR en plus, vous accueillent les bras ouverts. Après le rassemblement des Républicains, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement entend aller à la rencontre des autres partis politiques alliés du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. On s'intéresse à la conférence sur les valeurs de la République, conférence organisée par les Amis de la République. C'est une organisation apolitique qui a décidé de sensibiliser les populations au respect des institutions de l'État et à la cohésion sociale. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Respect des institutions de la République et des personnes qui les incarnent, prôné par la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Des valeurs que les Amis de la République entendent promouvoir pour le bon développement du pays. En vue d'atteindre les meilleurs résultats au sein des populations, une communication sur les dites valeurs a été organisée. Nous devons nous aimer. Les Amis de la République, quand tu es ami à quelqu'un, tu préserves ses intérêts. Donc tu es ami de la République, tu aimes la Côte d'Ivoire. Donc tu œuvres pour que la Côte d'Ivoire se porte bien en respectant les institutions, en préservant les acquis, en étant solidaire, en prenant la cohésion. Dans la conférence qu'il présente, le directeur du Fonds d'entretien routier exhorte les populations au civisme et à la cohésion. Au niveau des institutions de la République, ces institutions ont été renforcées. Telle est la vision de nos dirigeants. Et leur souhait, c'est de laisser des institutions fortes pour la République de Côte d'Ivoire pour que, effectivement, chaque Ivoirien, d'où qu'il vienne, de quelque religion qu'il soit, de quelque région qu'il provient, qu'il puisse vivre ensemble avec les autres. Le discours du 6 août dernier du chef de l'État a été salué par les Amis de la République. L'organisation projette d'initier les jours à venir une caravane dans tout le pays. Et au niveau des médias, l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, visitée par le ministre de la Communication, Sidi Touré, était sur place pour voir les conditions de travail des agents. Frédéric Oulaï et Herman Guivet pour plus de détails. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, au siège de l'AIP, occasion pour les responsables de l'agence ivoirienne de presse d'égrener un chapelet de doléances, notamment la construction du siège définitif de l'AIP et la libération du siège régional de Bouaké. Pour le ministre Sidi Touré, l'AIP est un instrument important de l'État pour la démocratie en Côte d'Ivoire. L'agence ivoirienne de presse est un instrument d'information très pertinent dans l'écosystème de l'information aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malgré les nombreuses difficultés, cette agence de presse a su exister, a su faire sa niche et même continuer à glaner des lauriers. D'un point de vue très opérationnel, AIP a déjà commencé le travail de la mutation en passant du traitement ordinaire de l'information des dépêches à l'intégration du multimédia. Nous allons aller dans ce sens qui va fortement faire évoluer les postes et les positions dans cette institution, mais aussi adresser différemment la question de l'information à travers la prise en charge, la déconstruction de ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre paysage de l'information mondiale, c'est-à-dire les fake news. Sidi Touré a rassuré les responsables de l'agence ivoirienne de presse de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Un film retraçant l'acte de naissance de l'organe a été présenté au ministre. L'agence ivoirienne de presse compte à ce jour plus de 123 agents. Échange d'expériences et panels, le séminaire régional sur les programmes d'information des radios et TV de l'espace CEDEAO se tient à Grand Bassam. Les participants réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour un meilleur traitement de l'information régionale. Le reportage complet de Ouattara Amadou Walter.
un partenariat actif pour un meilleur traitement de l'information régionale. C'est le thème principal de cette rencontre de niveau sous-régional. Il s'agit pour ces dirigeants et acteurs des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO de partager leurs expériences afin de s'offrir mutuellement des programmes d'information répondant aux attentes des populations. Une initiative de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui s'inscrit également dans la préparation de la concurrence et de l'influence des chaînes internationales. Également, la rencontre vise à mieux aborder le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Chacun des pays aura un compte et chacun des pays pourra quotidiennement mettre à disposition sur cette plateforme des contenus, radio et télé, libres de droit. Et les autres pays pourront les télécharger et selon leur ligne éditoriale les utiliser de manière quotidienne ou hebdomadaire. La commission de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et le ministère de la Communication et des Médias apportent leur soutien à cette idée en laquelle ils placent beaucoup d'espoir. Tous les secteurs d'activité ont des réalisations qui méritent d'être portées à la connaissance de l'ensemble de la population régionale. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas seulement travailler sur la stabilité et la démocratie. Le train de la révolution numérique continuera son essor. Il nous faut dès lors rester en éveil face aux enjeux et défis que représentent les réseaux sociaux, omniprésents et parfois bruyamment malveillants. Il nous faut réajuster pour redimensionner les politiques éditoriales et l'information de nos organes de communication. Je puis vous assurer, mesdames et messieurs, aujourd'hui comme demain, de mon engagement dans votre noble tâche. C'est par cette biais que nous favoriserons la bonne santé économique de notre secteur, le professionnalisme de nos acteurs et la mutation nécessaire et particulièrement maîtrisée que de nos différentes organisations. L'intervention du président du comité scientifique, Denis Mersan, une communication introductive de Ibrahim Sissavané, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et un panel sur le traitement de l'information nationale animé par des représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin ont été les temps forts de cette première journée marquée par une cérémonie d'ouverture. Et justement, déjà pour la première journée, quelques réactions de participants au micro de Ouattara Amadou. Walter. C'est une très bonne idée parce que quand on regarde le programme de la RTI, on voit que c'est un manque. Et échanger avec ceux de la sous-région pour améliorer cet état de fait, je pense que ça va attirer de nombreux téléspectateurs. Surtout les documentaires sur les pays, ça nous permet de mieux les faire connaître parce qu'on ne nous présente que les aspects politiques. On a envie de voir autre chose de ces pays. On a beaucoup apprécié le discours du ministre et du représentant du président de la CEDEAO qui ont montré leur réelle volonté de vouloir aider les radiodiffuseurs. Aujourd'hui, l'UAR attend de cette rencontre de pouvoir réellement mettre cette volonté en pratique. Nos seules sources d'information sont des agences occidentales. En mettant en place cette plateforme, nous allons pouvoir avoir accès directement aux informations des États de la CEDEAO. Voilà, c'était là les réactions des participants après l'ouverture ce jeudi du séminaire régional sur les programmes d'information de radio et télévision de l'espace CEDEAO. Depuis le 11 juillet 2016, lorsque vous souscrivez à une assurance pour votre véhicule, vous payez, en plus de la valeur de la police, une carte additionnelle appelée carte brune CEDEAO. Cette carte obligatoire et systématique coûte 1 000 francs CFA. Pour une meilleure application de cette carte sur le terrain, les forces de sécurité en charge des constats et autres procès-verbaux ont été formées ce jeudi à Abidjan. Le reportage de Lassine Bakayoko. Depuis 2016, tout propriétaire de véhicules terrestres à moteur se voit délivrer de manière systématique et obligatoire une nouvelle attestation, la carte d'assurance brune CEDEAO. C'est un document complémentaire conçu pour fournir des garanties financières au mouvement des automobilistes à travers toute la sous-région. Son coût, 1 000 francs CFA. Une couverture mixte nationale et internationale, c'est-à-dire que les véhicules de Côte d'Ivoire qui se trouvent au Togo et qui fait un sinistre, ou bien un véhicule de l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire qui est accidenté.
et qui s'en occupe. Cette carte brune assure en effet aux victimes d'accidents de la circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par les automobilistes non résidents en provenance d'autres États membres de la CEDEAO. Cette séance de formation en direction des agents des forces de sécurité, composée de policiers et de gendarmes en charge des constats et autres procès-verbaux d'accidents, vient donc les outiller sur le fonctionnement et les principes du dispositif en vigueur. Nous devons fortifier et améliorer notre système. Mais c'est à partir des constats. Lorsqu'il y a un sinistre qui se présente, c'est les policiers, c'est la gendarmerie ce sont ces structures qui sont appelées. Donc il faut pouvoir les former pour qu'ils puissent bien comprendre le système et vraiment pour que le système soit huilé. Le système d'assurance carte brune CEDEAO a pour autre objectif de permettre une libre circulation des usagers de la route en vue d'une meilleure intégration régionale. Pour l'année 2017, l'assurance carte brune de la CEDEAO a déboursé 500 millions de francs CFA au titre du règlement des dossiers sinistres, selon le Conseil des bureaux du système d'assurance carte brune CEDEAO. Depuis lundi, les élèves ont repris le chemin de l'école en Côte d'Ivoire, mais plusieurs écoles construites depuis longtemps ne bénéficient pas d'un plan de réhabilitation. Conséquence, l'on assiste à la dégradation de plusieurs établissements scolaires du pays. Que fait le ministère de l'Éducation nationale pour y remédier? La réponse dans cet élément de Herman Nyamia. Entre 2011 et 2018, un peu plus de 6 000 écoles primaires ont été construites sur toute l'étendue du territoire national, portant le nombre d'établissements scolaires aujourd'hui à plus de 16 000. Un bond qualitatif qui permet d'augmenter le nombre d'infrastructures d'accueil pour accompagner la politique de scolarisation obligatoire initiée par le gouvernement. En 2012, n'est-ce pas, il s'est trouvé qu'il y a un plan de construction, n'est-ce pas, des classes qui était fait pour tenir compte, n'est-ce pas, du taux de scolarisation. Et en 2015, quand on faisait le point, n'est-ce pas, des constructions, il y avait plus de 19 000 salles de classe qui avaient été construites. Malgré ces efforts, nombre d'établissements scolaires construits depuis les années 80 n'ont jamais connu de réhabilitation. Conséquence, certains sont dans un état de délabrement très avancé. Il est évident que l'État ne peut pas en même temps satisfaire l'accès et en même temps faire les réhabilitations. Mais compte tenu, n'est-ce pas, il y a au moins près de 9 à 10 000 écoles qui ne sont pas encore, qui sont dans un état de délabrement. Évidemment, quand vous prenez 100 ou bien 200 écoles par an, bon, ça paraît comme une goutte d'eau dans la mer. Des efforts colossaux sont faits en vue de la réhabilitation de ces établissements. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle révèle que très souvent, le ministère n'est pas informé promptement. Même quelquefois, en saison de pluie, il y a, n'est-ce pas, des écoles qui sont décoiffées. Mais on nous signale cela que quelquefois à l'approche, n'est-ce pas, des examens. Pour qu'une école en dégradation soit prise en compte dans les programmes de réhabilitation, il faut d'abord que le chef d'établissement informe l'inspecteur de l'enseignement primaire de la localité qui à son tour transmet le dossier au directeur régional de l'éducation nationale pour qu'il l'introduise au ministère. Une procédure assez longue, d'où le rôle des COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Nous ne demandons pas, n'est-ce pas, au COGES, n'est-ce pas, de faire, de réhabiliter totalement un établissement. Il y a des petites réparations qui peuvent se faire, à savoir s'il y a une porte qui a sauté par là, s'il y a les clés, n'est-ce pas, qui ne sont pas bien, le comité de gestion, en accord, n'est-ce pas, avec les parents d'élèves, n'est-ce pas, s'organise, n'est-ce pas, pour faire toutes ces petites réparations-là. En tout état de cause, selon Abdoulaye Kouyaté, le ministère de l'Éducation nationale, en plus de la construction de nouvelles infrastructures d'accueil, a mis en place un programme de réhabilitation progressive des établissements scolaires en délabrement afin de permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. Et à l'étranger, le 13 septembre 1993, après 6 mois de tractations secrètes, Israël et l'Organisation de libération de la Palestine signaient les accords d'Oslo. 25 ans après, le processus de paix est en état de décomposition. La paix est plus que jamais une chimère et l'idée de 2 États coexistants côte à côte, l'un israélien et l'autre palestinien, perd du crédit, même parmi ses fidèles partisans.
Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi du Ghana. Le chef de l'État était à Accra où il a pris part aux obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, décédé le 18 août dernier en Europe. Voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 20h que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Bonne soirée à tous.